Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un ingénieur spécialiste de l'énergie, membre du Haut Conseil pour le climat. Il préside le groupe de réflexion Shift Project. Question-réaction 01 45 24 7000 et sur l'application de Radio France. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Très générique merci. ce bonjour. Merci d'être au micro d'Inter pour parler de l'ambitieux projet du Shift Project qui entend peser sur la présidentielle de 2027. On va y venir dans un instant, mais on voulait d'abord votre regard sur le moment que nous traversons. Votre dernière venue à ce micro, remonte à décembre dernier, avant le retour de Trump au pouvoir. Depuis, il met en œuvre son programme climato-sceptique, il coupe drastiquement, par exemple, dans les budgets de la recherche sur le climat. Mais il n'y a pas que les États-Unis. En Europe, en France, l'écologie est attaquée aussi. Alors, quelle est votre explication, Jean-Marc Jancovici, à ce backlash anti-écolo ? Vous qui êtes un militant de la première heure, êtes-vous désespéré par ce grand retournement ? Désespéré, pas du tout. En ce qui concerne Trump, pour moi, l'explication est assez simple. Il est représentatif d'une partie de l'Amérique simplement qu'on ne voyait pas jusqu'à son arrivée au pouvoir. Mais il y a toujours eu une large partie de l'Amérique qui était incrédule, j'ai envie de dire, sur tout ce qui concerne les limites physiques de ce monde. Et c'est très lié à la culture de ce pays. Les États-Unis, c'est un pays qui s'est fait sur une immensité de ressources. Jusqu'au premier choc pétrolier, pendant un siècle, ils ont été le premier producteur de pétrole du monde. Et actuellement, ils le sont redevenus. Ils sont de nouveau le premier producteur gazier au monde. Ils ont les premières réserves de charbon au monde, même s'ils n'y touchent pas. Ils ont un territoire immense, de l'espace, des forêts, etc. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui s'est fait dans la brutalité. Je veux dire, les colons sont arrivés, on zigouillait tout ce qu'ils trouvaient, les Indiens, les bisons, etc. C'est pousse-toi de là que je m'y mette. Donc, les États-Unis, c'est un pays qui a les armes de la puissance et la mentalité, j'ai envie de dire, de la domination. C'est un pays qui a toujours été raisonnablement impérialiste, etc. Et Trump, il est particulièrement emblématique d'une partie ou de cette partie-là, j'ai envie de dire, de la culture américaine. Enfin, vous n'êtes pas désespéré, mais qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement ? J'ai toujours dit, sur les États-Unis, toujours dit que ça sera le dernier pays au monde à se mettre sérieusement à la question de la gestion des limites physiques. Donc ce qu'ils font actuellement me désespère pas plus que ça. Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce qu'ils font entre le fait d'enlever les financements pour, par exemple, l'organe qui s'occupe de protéger les baleines, sur le réchauffement climatique, sur la météo, qui veille à la météo, jusqu'au fait de forêt, c'était sa proposition de campagne, les pailles en plastique qui reviennent. Alors forêt, ça s'est surtout développé sous Obama. C'est pas tellement Trump qui a fait ça. Et ça, c'est tout simplement lié au pays. Je veux dire, il faut savoir que le droit minier américain, il est très particulier. Il n'y a pas de concession minière aux États-Unis. Quand vous êtes propriétaire du sol, vous êtes propriétaire du sous-sol. C'est un pays qui est très particulier de ce point de vue. Donc en gros, s'il y a du pétrole dans le fond de votre jardin, il suffit que vous vous mettiez d'accord avec un opérateur et le pétrole sort. Il n'y a pas besoin de demander l'autorisation de la puissance publique. Il y a des autorisations pour certaines zones, mais globalement, il n'y a pas besoin. Donc ce qui fait... Donc vous dites quoi ? Vous dites au fond, ce qui fait qu'on fort ou pas, c'est le prix du pétrole et l'intérêt économique des acteurs. C'est essentiellement ça qui fait que... c'est pour ça que ça s'est développé très fort sous Obama, qui avait la réputation d'être un président pourtant sensible à l'environnement. Et paradoxalement, les émissions de CO2 ont baissé plutôt plus vite sous Trump 1 que sous Obama. Donc donc il faut garder du recul. Vous ne voyez pas de backlash alors ? Aux États-Unis, non, pour moi, il y a une forme de continuité dans la réalité de ce qui se passe dans le pays. Et en plus, Trump, à son corps défendant, va peut-être faire beaucoup pour le climat parce qu'en ralentissant le commerce mondial et en mettant des bâtons dans les roues de l'économie, s'il fait ralentir l'économie, il va faire ralentir les émissions. Donc finalement, vous comptez sur ses droits de douane. Alors, je ne partirai pas en vacances avec lui, mais c'est un autre sujet. Je veux dire, on peut raconter plein de trucs sur sa politique étrangère, etc. Mais en attendant, sur cette partie strictement, j'ai envie de dire, énergétique et climatique aux États-Unis, moi, je ne vois pas de différence fondamentale avec ce qui précède. En ce qui concerne le fait qu'effectivement, il handicape l'administration américaine qui s'occupe de météo et de recherche, etc. Attendons de voir ce que vont donner les poursuites internes. Le dernier avatar en la matière, c'est que il y a des agriculteurs américains
qui poursuivent le ministère américain de l'Agriculture en justice parce qu'ils ont supprimé des bases de données avec des informations météorologiques et climatiques qui sont utiles aux agriculteurs. Donc vous avez confiance dans la société civile américaine, dans une réaction Confiance, non, pas tant. Enfin, ou plus exactement, je viens de dire ce que je pensais de la culture profonde de ce pays. Donc, à mon avis, il faut que l'Europe trouve sa voie en ne se mettant pas dans le sillage des États-Unis. Mais ça, je le dis depuis très longtemps. Mais justement, l'Europe, face à Trump, on aurait pu penser que l'Europe mettrait l'écologie au premier plan en se présentant comme la grande puissance vertueuse sur le sujet. On se souvient de Macron en 2017 quand Trump était arrivé, qui avait répondu avec cette phrase « Make planet great again ». Je le dis très mal. « Make great again ». Mais ce n'est pas le cas. Là aussi, on voit un détricotage du Green New Deal voté par le Parlement européen. L'Union européenne tarde à présenter ses objectifs climatiques pour 2040. Ici aussi, on commence à avoir une forme d'écologie honteuse, non ? Alors, honteuse, je dirais pas ça. Moi, je pense qu'on est en train de se rendre compte que la tâche va être plus difficile que l'idée qu'on s'en faisait, mais ça ne supprime pas les arguments de fond qui font, pardon pour la répétition, qu'on doit s'y coller sérieusement. L'Europe étant le premier continent qui s'est lancé dans la révolution industrielle, c'est aussi aujourd'hui celui qui possède le moins de ressources restantes. L'Union européenne importe 97% de son pétrole, elle importe 90% de son gaz, elle importe même la moitié de son charbon. Nous importons 80% du cuivre que nous consommons. Enfin bon, bref, je pourrais égrener longuement, etc. Donc l'Europe, en fait, baser son avenir sur la puissance matérielle, elle n'en a plus les moyens. Donc en fait, l'environnement, c'est-à-dire la gestion de la rareté, c'est quelque chose qui aujourd'hui est convergent en Europe de ce que nous avons comme possibilité physique. Et ce qui m'ennuie en ce moment, c'est pas tant le backlash pour des raisons, je sais pas quoi, conjoncturelles, etc. C'est qu'on n'arrive toujours pas à comprendre que notre destin peut pas être celui des États-Unis, peut pas être celui de la Chine qui croule sous le charbon, peut pas être celui de la Russie qui croule sous le pétrole, le charbon et le gaz. Nous, on doit trouver autre chose. Et pourquoi on n'arrive pas à prendre conscience de ça ? Alors ça, c'est une excellente question. Peut-être qu'il n'y a pas assez de gens qui se succèdent à ce micro pour en parler. Peut-être que je ne sais pas. C'est quelque chose qui est un peu mystérieux pour moi. Vous avez vu l'intervention d'Emmanuel Macron la semaine dernière sur TF1. Il y a eu combien de minutes consacrées à l'écologie ? Pas plus tard que ce week-end. Et alors ? Sur 3 heures d'émission. 2,8% du temps de l'émission. 5 minutes sur 3 heures. Et en plus, la première question qui a été posée amalgamait plein de trucs. La réponse de Macron a été confuse et parfois à côté de la plaque. Et Gilles Boulot en a rajouté une couche en reformulant de travers la première question qui a été posée. Enfin bon, bref, c'était malheureusement pas du tout du décryptage. C'était plutôt ajouté à la confusion, ce court passage sur l'environnement. Et un truc qu'on n'arrive pas à faire, c'est de comprendre que l'environnement, c'est notre maison commune. Dit autrement. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a plein d'explications possibles. Mais lesquelles, par exemple ? Une des explications, ça peut être qu'on a tellement les yeux rivés sur les indicateurs monétaires qui ne sont pas aptes à décrire le monde physique qui nous entoure, qu'on oublie de poser les yeux au bon endroit. Peut-être que c'est ça l'explication. Peut-être qu'on a tellement été habitué à un univers en expansion, la fameuse croissance, que l'idée de gérer des limites, on veut bien entre la poire et le fromage comme ça pour discuter entre amis, mais pour le faire dans la vraie vie, on n'a pas très envie. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a un boulot important à mener pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire passer l'idée qu'on doit trouver une voie qui est compatible avec des limites et que ça ne nous empêchera pas d'être heureux et que ça ne nous empêchera pas d'avoir des projets. Simplement, il ne faut pas se bercer d'illusions et essayer de partir dans une direction, on n'y arrivera pas. Valérie Masson-Delmotte, elle dit « Je ne peux plus commencer une conférence sans qu'on me dise, sans qu'on me pose la question pourquoi est-ce que nous, en Europe, en France, on devrait faire les efforts là où les autres ne le font pas ?» Parce qu'on importe 97% de notre pétrole, 90% de notre gaz, etc. Et parce que l'Europe est en décrue énergétique subie depuis 2007. On parlait tout à l'heure des élections roumaines. On parlait de la montée du populisme partout. Pour moi, tout ça... C'est pas ça la clé aussi ? Ça a une explication très simple. Cette montée du populisme, c'est l'expression du désarroi de la population devant une situation qui est en train de se contracter physiquement dans les faits, c'est-à-dire qu'une fraction croissante des gens a du mal à se loger, a du mal à se déplacer, a du mal à accéder à de la nourriture, tout ça c'est très matériel, alors qu'on est dans un contexte dans lequel le discours mainstream des élites
continue d'être de dire qu'on est en expansion et que l'expansion va continuer. Et donc je pense qu'il y a une partie croissante de la population qui comprend cette incohérence et qui le manifeste à sa manière. Et la raison pour laquelle ça se manifeste partout en même temps, c'est qu'il y a un déterminant commun à tout ce qui est en train de se passer partout, qui est cette contraction énergétique subie, qu'on subit déjà depuis 2007. Depuis 2007, l'Europe est en décrue énergétique et la production industrielle baisse depuis 2007 et la construction baisse depuis 2007, c'est-à-dire que quand on regarde les indicateurs physiques, en fait, ils sont orientés à la baisse et c'est subi depuis 2007. Donc on est déjà dans la seringue et on est déjà dans un contexte dans lequel, en fait, décarboner, ça n'est rien d'autre que de gérer de façon souhaitée, volontaire, quelque chose qui en fait s'applique déjà de façon subie si on ne le gère pas. Mais un mot tout de même sur la politique. Vous avez pointé une contradiction majeure entre ceux qui ont des problèmes pour manger, pour se déplacer, pour se loger, et des élites qui peuvent dire l'inverse, au fond, et même ressentir l'inverse. Voilà, et sur le mode de l'injonction. Comment on traite politiquement cette question-là ? Alors, on la traite politiquement et surtout économiquement. En fait, aujourd'hui, l'Europe, elle ne s'est pas donné les armes pour traiter ça de façon opérationnelle parce qu'on s'est placé dans un contexte extrêmement libéral dans lequel il n'y a pas de frontières, pas de gestion des frontières, pas de gestion monétaire. On est quand même les zones auxquelles on est confronté, j'ai envie de dire, ils ont la maîtrise de leur monnaie. Ils ont la maîtrise de leurs frontières et ils ont la maîtrise de leur politique industrielle. Nous, la politique industrielle, on considère que c'est un gros mot, c'est-à-dire que l'Europe, c'est le consommateur roi au détriment du producteur. Le producteur, on s'en fiche, on s'y intéresse peu, on s'intéresse surtout aux consommateurs. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas rebâtir les bonnes filières. C'est pas possible, c'est très dur à chaque fois, et la concurrence, et ceci et cela. Donc en fait, il faudrait qu'on se mette dans l'état inverse. Et en fait, ce qu'on essaye de faire au Shift Project, c'est justement la promotion de l'inverse. Alors justement, c'est-à-dire planifier la production. Planifier. Absolument. Mais on a toujours planifié. Je veux dire, il n'y a pas une filière industrielle qui s'est développée sans le soutien de l'État. Jamais. Et ça s'est jamais fait sans qu'on regarde des horizons de temps un peu longs. C'est pas en une semaine que vous bâtissez une industrie chimique, une industrie automobile, un système électrique, un système ferroviaire. Tout ça, ça prend des siècles. Enfin, pas des siècles, mais des décennies. Donc, si on planifie pas, si on reste sur des horizons de temps très courts, on fait rien. C'est dans ce contexte, Jean-Marc Jancovici, que vous lancez un projet ambitieux avec votre think tank Shift Project dans la perspective de 2027. Vous l'aviez déjà fait pour la précédente présidentielle. L'idée, c'est de peser sur les débats présidentiels. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous demandez? Parce que vous faites une levée de fonds, vous espérez avoir 1 à 2 millions d'euros qui vont servir à quoi? À payer des gens. Pourquoi faire? Pour réfléchir. Alors, plus exactement, pour faire ce qu'on sait faire au Shift Project, c'est-à-dire faire des propositions concertées avec les acteurs, ou avec des acteurs, plus exactement, de bonne volonté du secteur concerné, pour décarboner l'économie, c'est-à-dire en pratique la rendre de moins en moins dépendante du pétrole, du gaz et du charbon. Tout à l'heure, je citais les chiffres pour l'Union européenne. En France, c'est très simple. À 3 pouillèmes près, on importe 100% de notre pétrole, 100% de notre gaz et 100% de notre charbon. Ça, c'est vite vu en ce qui concerne la dépendance à l'étranger. Et quelles vont être ces propositions alors? Quel est l'objectif? Alors, on en a déjà fait un certain nombre, des propositions. On va continuer à en faire. L'objectif, c'est toujours pareil, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut s'affranchir progressivement de ces énergies fossiles qui sont épuisables, outre le fait qu'elles perturbent le climat, et de regarder ce que ça veut dire en termes de déplacement des activités productives, de changement des modes de consommation et de changement de l'emploi. Parce qu'il y a un truc qui est un élément de résistance très fort dans la transition, c'est les gens qui ne comprennent pas quel va être leur rôle dans un monde qui se transforme. Donc ils voient bien les activités auxquelles on plante des banderilles en disant si je travaille dans tel et tel secteur, la vie va devenir plus difficile, mais on ne leur dit pas où sont éventuellement les emplois qui seront occupables demain, on ne leur dit pas si c'est facile ou pas facile d'y accéder, etc. Donc nous, on essaye de travailler sur tout ça. Et on essaye de le faire toujours en discutant avec les gens qui sont dans les secteurs qui vont devoir agir, parce que nous on est des intellos parisiens, donc on est dans notre bureau, c'est pas nous qui sommes dans les champs, c'est pas nous qui sommes dans les usines, c'est pas nous qui sommes en train de conduire des bus, ou c'est pas nous qui sommes en train de fabriquer des pièces détachées de ceci ou cela. Donc ce qu'on fait à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est on discute avec des gens du secteur, parfois on fait même des consultations à large échelle. On avait fait ça dans l'agriculture pour demander aux gens ce qu'ils pensaient.
Et ensuite, on formule des propositions qu'on met sur la table en disant, voilà, nous, on aimerait qu'on s'y prenne comme ça, et on demande aux gens ce qu'ils en pensent, parce qu'on est profondément démocrate, on ne va pas décider à la place des gens. Mais comment vous comptez peser sur la présidentielle concrètement? Alors, pour peser sur une élection... Parce que les propositions, vous dites vous-même, ça fait des années que vous travaillez dessus, le Shift Project en a proposé, donc vous savez comment on fait pour se décarboner. En réalité, vous pouvez pousser les investigations, mais... Pas partout et pas tout le temps. Et ce qui va vraiment compter aussi, c'est que la méthode de travail, c'est celle qui permet de se faire des alliés. Et on a absolument besoin de gens qui ont envie qu'on avance sérieusement si on veut que ça bouge. Comment vous comptez peser? Vous voyez, Christophe, par exemple, sur l'application Radio France, vous demande, envisagez-vous, Jean-Marc Jancovici, d'être candidat à la présidentielle, d'incarner ce combat? Alors, j'ai répondu sur LinkedIn il y a 2 jours, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Il y a plein de raisons. La première, c'est que tant que vous êtes à l'extérieur, vous pouvez espérer créer du consensus. Dès que vous êtes dans l'arène, c'est fini. Vous devenez un candidat parmi N, et donc tous les autres ne cherchent qu'une seule chose, c'est à raconter du mal de vous. Donc, si vous voulez avoir des propositions un peu consensuelles, vous ne pouvez pas faire ça. Et par ailleurs, il y a des tas de domaines dans lesquels moi, j'ai rien à dire. Sur le salaire des infirmières, sur est-ce qu'il faut ou pas augmenter l'effort de défense. Enfin, j'ai mes convictions personnelles, mais le Shift Project n'a pas travaillé là-dessus. Et est-ce qu'il faut augmenter le salaire des magistrats, etc. Moi, il y a plein de domaines dans lesquels il y a augmenté les places de prison. Moi, il y a plein de domaines dans lesquels le Shift Project n'a pas travaillé. Donc, j'ai pas de propositions articulées à faire. Et enfin, à la dernière enquête d'opinion qui a été faite, il y a je ne sais plus trop quel canard qui avait demandé aux Français de classer 60 personnalités. Il se trouve que mon nom était dedans. De la société civile. Ah oui. Alors, politique et civile. Et j'arrivais en 58e position, ex aequo avec Francis Lalanne. Donc, je pense que... c'est une école de modestie ou pas? Évidemment que c'est une école de modestie. Chacun voit midi à sa porte. Donc, il y a 3 personnes qui me connaissent qui disent « Mais pourquoi tu n'y vas pas ?» Mais en fait, quand je regarde face à la population... Mais ça pourrait vous tenter non, parce que les sondages, ça ne veut rien dire à 2 ans. Pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense que non. Mais vos propositions clés en main, et vous recevez de manière générale, vous l'aviez fait à la précédente présidentielle, tous les candidats de LFI au RN, on a pu d'ailleurs vous reprocher en vous disant mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas votre travail au profit par exemple d'un parti comme les écologistes ou du candidat écolo? Alors les écolos, je pense qu'ils sont condamnés à ne jamais faire de très gros scores pour une raison assez simple, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à l'économie. Vous allez les faire bondir là si vous entendez. Je ne suis pas là pour les brosser dans le sens du poil particulièrement. Donc ils ne s'intéressent pas à l'économie. Or, c'est quand même ça qui motive une large part de mes concitoyens. Donc, comment est-ce qu'on va peser? C'était ça votre question. En fait, on pèse dans une présidentielle parce qu'on a pesé avant. C'est à ce moment-là que tout se joue. Et pour qu'on pèse avant, il faut qu'on crante dans la société civile un nombre croissant de gens qui se disent « ce qu'on propose, c'est pas si idiot ». D'accord, c'est en phase avec l'époque. On voit bien comment est-ce qu'on peut s'en emparer et en faire quelque chose. Et donc, il faut qu'on arrive à convaincre les médecins, les agriculteurs, les professeurs des écoles, les chauffeurs de bus, comme je disais tout à l'heure. Et ça se fait en discutant avec les gens et en réfléchissant à des propositions qui marient les choses qui nous rendent heureux et le fait qu'on s'affranchit progressivement des combustibles fossiles. Et c'est pour ça que vous faites une levée de fonds. Et ça demande du temps, ça demande des gens qu'il faut payer parce qu'ils ont aussi un loyer à payer et ils ont un frigo à remplir. Et donc, c'est pour ça, effectivement, qu'on demande de l'argent. Alors, pour le moment, c'est raisonnablement bien parti. Maintenant, on vise plutôt 2 millions que 1. Puisque vous avez déjà le premier million, vous l'avez? En une semaine, on n'a pas le premier million, mais on a dépassé 800 000 euros, là. Donc là, vous appelez les auditeurs qui vous écoutent à dire, donnez un peu, à aller regarder, si vous absolument. Je les invite à aller regarder. Sur quel site? Alors, on est sur Ulule. Et en fait, si vous tapez Décarbonons la France dans n'importe quel moteur de recherche ou Ulule de Shift Project, enfin voilà, vous tombez directement dessus. Et donc, au moins qu'ils aillent regarder. En se et si ça les tente, qu'ils donnent. Voilà. Jean-Marc Jancovici, dans le cadre du sommet Choose France qui démarre aujourd'hui, il y aura une table ronde sur l'intelligence artificielle à laquelle participera Emmanuel Macron dans la foulée du sommet de l'IA qui s'était tenu à Paris en février dernier, au cours duquel 109 milliards d'euros d'investissement privé dans l'IA avaient été annoncés. Vous êtes sceptique, je crois, sur l'IA, plus que sceptique même. Gadget pour riches Américains, avez-vous déclaré, je crois. Oui, absolument. Pourquoi?
Quand vous regardez qui sont les personnes qui soutiennent très fortement les développements dans l'IA, vous allez trouver quelque chose qui est parti des États-Unis et qui est parti d'un certain nombre de gens qui sont extrêmement riches. Et ce que je dis, c'est que en fait, c'est la version moderne du petit train miniature, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà plein à manger, plein de pouvoir, plein de ceci, plein de cela. Il leur reste quoi? D'être immortels et de dominer le monde. Donc en fait, C'est pas un peu réducteur de dire ça? Ça sert Enfin, je à veux dire, rien, ça l'IA. sert à rien, l'IA. On le voit, les petites entreprises, ça les aide dans leur gestion budgétaire. Il y a plein de gens que ça. Et puis on y va, Jean-Marc Jancovici. Vous n'allez pas rester gaulois réfractaire. C'est pas parce que je suis gaulois et réfractaire, mais il y a des tas de trucs dans lesquels on est allé et on peut très bien dire qu'on n'aurait peut-être pas dû. Donc quand je vois 109 milliards pour l'IA, alors que pour gérer 10% du territoire français, l'Office national des forêts a 1 milliard par an, alors que la forêt est en train de crever, moi, ce que je me dis, c'est qu'on n'est peut-être pas en train de gérer les priorités dans le bon ordre. Voilà, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que dans un monde aux ressources infinies, qu'on fasse des gadgets en plus des trucs essentiels, bon, très bien, si ça nous amuse, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais dans un monde aux ressources finies, qu'on fasse des gadgets à la place des trucs essentiels, ça m'ennuie. Oui, et en fait, c'est bien dans ce cadre-là que je me situe. Et l'IA, elle est essentiellement promue par les 5% de la population qui n'ont pas de problème et qui sont encore les gagnants de la mondialisation. Mais pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des problèmes qui concernent 90% de la population. Mais c'est toujours la même question. C'est-à-dire, les autres, ils vont y aller massivement dans l'intelligence artificielle aux États-Unis, en Chine, un peu partout. Et nous, on va rester là en disant non, pour nous, non, on n'y va pas. Mais la question, c'est est-ce qu'on pense qu'on va gagner quoi que ce soit, essayer de singer les États-Unis, alors que je disais au début de cette émission qu'on n'a plus leurs armes? À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? C'est pas de la souveraineté, tout simplement, numérique. Singer les États-Unis, c'est pas du tout de la souveraineté. Du reste, en matière de numérique, on n'arrête pas de se lamenter en ce moment qu'on n'a aucune souveraineté. Voilà. Vous imaginez qu'on ait dit il y a 30 ans, l'Internet c'est non, on n'ira pas sur l'Internet, on n'ira pas. Moi, j'ai jamais dit il y a 30 ans qu'il fallait pas aller sur l'Internet. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle révolution après l'Internet. Oui, c'est la nouvelle révolution pour les élites. C'est-à-dire, encore une fois, les gens qui n'ont pas d'autres problèmes dans la vie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se tromper de combat. En partant sur ce genre de choses. Enfin, ou plus exactement, en mettant autant d'argent dans ce genre de choses. Qu'on en fasse un peu comme ça de temps en temps, très bien. Et par ailleurs, le jour où on constatera que ça permet de falsifier l'information dans tous les sens, etc., vous serez peut-être les premiers à vous dire qu'on aurait dû poser un peu plus de limites au début. Non, mais nous, on est là, on relève aussi les défauts de l'intelligence artificielle ou les manquements ou les risques. Mais vous, on vous entend dire non, un non ferme en disant non à ce gadget des Américains. Et donc, c'est vrai que c'est un peu... C'est une façon... se demander si c'est pas légèrement réducteur ou caricatural, choisissez. C'est une façon un peu forte d'exprimer, encore une fois, mon avis, qui est que je pense qu'on est en train de se tromper de priorité. Dit autrement, on est en train de se précipiter dans un truc tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, alors que traiter des problèmes beaucoup plus sérieux, on a l'impression qu'on ne peut pas le faire. Mais moi, je pense qu'on est en train de se tromper de priorité, encore une fois. Eh bien, merci. Jean-Marc Jancovici. On avait peur avec Léa de vous trouver déprimé. Vous avez l'air en grande forme. Non, on est extrêmement combatif et déterminé au sens où on pense qu'il y a vraiment quelque chose à inventer. C'est le premier post LinkedIn que j'ai fait de ma vie. Je l'avais intitulé Merci Donald et c'était à l'époque où Trump et Macron venaient d'arriver au pouvoir et je faisais remarquer que Macron, jeune président élu, face à Merkel qui était en fin de mandat et à un président américain qui avait choisi une voie qui n'était pas celle de l'Europe, il avait un boulevard pour proposer un projet de société que, bon, il ne l'a pas fait, tant pis, moi je pense qu'il a un peu raté l'histoire dans cette histoire, mais je reste persuadé que de toute façon, les faits finiront par s'imposer d'eux-mêmes. Pas de découragement chez Jean-Marc Jancovici, donc. Et on l'a bien entendu. Merci encore d'avoir été au micro d'Inter. Il est 8h48.